Bonjour et merci de nous recevoir encore chez vous. Rencontre échange de vos numéros. L'émission Entretien qui décrit l'actualité sociopolitique chez nous, au Togo. Et comme vous le savez, notre pays traverse toujours une crise dont on ne voit pas encore le bout du tunnel. Et chaque semaine, nous recevons ici un invité, un politique pour en débattre. Et donc, mener des réflexions sur une sortie heureuse de la situation que nous traversons sur la terre de nos aïeux. Aujourd'hui encore, nous recevons pour un homme politique que vous connaissez bien, Maître Dodi Paul Apevon, il est le président des Forces démocratiques pour la République. Maître, merci d'accepter notre invitation. Merci. Voilà, c'est avec vous remercie. Voilà, c'est avec vous à faire l'horizon de l'actualité, avec les derniers développements que nous connaissons suite à la dernière réunion du comité de suivi de la CEDEAO pour la mise en œuvre de la feuille de route. Mais avant cela, je m'inquiète de vos nouvelles, des nouvelles de votre formation politique, la FDR. Alors, comment se porte-t-elle? Mais vous savez, le Togo ne se porte pas bien. C'est vrai, par conséquent, les citoyens ne se portent pas bien. Les partis politiques ont des problèmes, des difficultés. Mais nous avons créé justement les FDR pour contribuer à la résolution des problèmes qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc, nous faisons l'effort de nous porter bien. C'est cela. Nous faisons l'effort de nous porter bien. Le parti lui-même se porte bien. Avec ses instances, ses structures. Mais bien qui sûr, animent la vie. la seule chose que je peux dire, c'est que nous avons, ce parti a été porté sur les fonds baptismaux le 26, comment vous appelez, novembre. Et 2016, c'est ça? Oui, ça va faire 2 ans. Nous fêtons dans quelques jours le deuxième anniversaire. Et après la création du parti, nous avons entrepris de mettre en place les structures de base sur toute l'étendue du territoire. Ce travail a très bien commencé. Nous avons des militants un peu partout. Mais seulement, ce travail a été ralenti par l'exacerbation de la crise le 19 août. Quand le 19 août est arrivé, ça a freiné un peu ce que nous faisions. Parce que nous avons voulu sortir, et c'est ça notre conception au niveau du parti, sortir de l'individualité de parti pour nous mettre au service d'un plus grand ensemble. Parce que nous constatons que c'est en étant ensemble que nous pouvons mener un peu plus, de manière plus forte la lutte. C'est pour ça que ce que nous avons entrepris en tant que parti, nous l'avons ralenti volontairement pour aller nous mettre au service de la C14. Ce qui ne veut pas dire que nous ne faisons plus d'activités, mais la manière dont nous aurions souhaité mener ces activités en tant que parti, nous l'avons ralenti pour que la C14 puisse porter le flambeau de la lutte. C'est ça, justement. Alors, 2 ans après la création de l'FDR, vous avez dû faire une lecture de la vie politique qui ne serait pas forcément celle que vous en faisiez avant, quand vous étiez de l'autre côté, enfin dans d'autres familles politiques. Oui, peut-être que en tant que structure de parti, la structure dans laquelle on avait évolué, peut-être qu'il y a un certain nombre de comportements ou d'engagements ou de choses que on aurait vu voir faire autrement. Mais en tant qu'individu, j'ai toujours eu une conception de la lutte politique chez nous. La vision n'a pas changé? Non, pour moi, la vision en tant que moi, Apevon, la vision n'a pas changé. Parce que pendant longtemps, je dis en passant que je suis entré en politique très tôt. Ça, on le sait. Depuis les années 90, je suis entré en politique à partir des événements que le pays a connus à l'époque. J'étais le plus jeune avocat qui avait défendu ceux qui avaient été à l'époque. Donc finalement, fatalement, sans le vouloir, je suis entré en politique par ces événements-là. Mais ce que j'ai toujours pensé et cru en moi, c'est que le pouvoir qui nous régentait ou qui continue de nous régenter jusqu'à aujourd'hui ne peut être vaincu que par une solidarité de tous les acteurs politiques. Ça, c'est ma conviction de base. Et c'est pour ça que lorsque, depuis ces années 90, nous avons constaté que malheureusement, les égos se sont exacerbés, les gens ont poussé l'outrecuidance de dire qu'ils sont les meilleurs, celui-ci dit je suis le meilleur par rapport à l'autre et tout ça, pour aller noyer ce que le peuple a voulu faire
je l'ai porté, je continue de le porter de manière amère. On n'aurait pas eu ce comportement dans les années 90 et toutes les années qui ont suivi, que peut-être aujourd'hui, les choses sont différentes. C'est vrai que ceux qui nous gouvernent ne veulent pas, ils ont créé un système, ils ne veulent pas partir. Ils veulent créer un pouvoir à vie, une sorte de monarchie chez nous. Mais la réponse que les acteurs politiques de l'opposition devaient leur opposer, la réponse n'était pas véritablement au rendez-vous. Nous avons aussi considéré que oui, certains ont cru en un moment donné, oui, c'est le moi ou jamais, c'est mon heure qui a sonné, alors je peux moi aussi dribbler un peu et puis après, bon, l'essentiel est que je tire mes marrons du feu. Eh bien, on l'a fait pendant des années, mais ça n'a rien donné. Parce que ce pouvoir-là est tellement enraciné. Parce que ce pouvoir utilise tout dans ce pays. Il utilise la force brutale, il utilise l'argent du pays, il utilise les institutions, il utilise tout. Aucune de nos institutions aujourd'hui n'est à l'abri justement de la manipulation du pouvoir. Tout est entre leurs mains. Ils ont l'argent. Ils dépensent l'argent du pays comme bon leur semble. Ils ne rendent compte à personne. Alors, lorsque vous vous trouvez devant une machine comme celle-là, et vous croyez que vos individualités de parti, sans moyens d'ailleurs que nous avons, quel est le parti politique aujourd'hui au Togo qui va dire moi j'ai les moyens pour affronter seul le RPTO qui est devenu aujourd'hui UNI? Personne. Alors, lorsque nous avons la chance d'avoir les populations avec nous, les populations qui ont envie d'un changement, les Togolais réellement ont envie d'un changement. Alors, si on a ce atout-là, ce atout nous permettait, si nous sommes unis, nous sommes soudés, mais de régler justement ce problème depuis longtemps. Malheureusement... C'est pourquoi les FDF font partie de la C14, n'est-ce pas? Oui. Et ce ne sont pas ces regroupements qui manquaient à l'époque. Il y en avait, hein? On en compte suffisamment, on en a compté. Mais oui. Les regroupements... Les regroupements se sont faits et se sont défaits avec le temps. Mais tout ça là, ça fait partie de ce que je suis en train de vous décrire là. C'est des égos, c'est des ambitions de vouloir rouler seul ou de supplanter l'autre, etc., etc. Et oui, il y a eu des regroupements dans ce pays qui se sont faits, se sont défaits au gré des intérêts, parce qu'on a constaté que... Des calculs. Voilà. C'est des calculs politiciens. Et au moment où vous vous mettez ensemble, les gens calculent que j'ai besoin de celui-ci à un moment donné. Mais après, lorsque le mois vient d'aller aux choses réelles ou à l'essentiel, on dit est-ce que j'ai encore besoin de lui? Parce que moi j'ai déjà obtenu ce qui me permet d'aller arracher ou d'aller prendre ce que j'ai envie de prendre. Mais vous le faites, mais vous constatez après que bon, tout cela ne sert à grand chose. Alors, mais nous ne devons pas nous décourager. C'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque les FDR ont été créés, j'ai été un artisan farouche de regroupement. C'est pour ça que quelques temps après, nous avons créé le groupe des 6. Oui. Bon, le groupe des 6, on l'a créé parce qu'on a constaté que ce besoin de regroupement était indispensable, nécessaire. Alors, après la création du groupe des 6, j'ai œuvrer également pour que nous puissions nous rapprocher de nos amis de CAP 2015. Parce que c'est un regroupement qui existait déjà. Quelles que soient les divergences, quelles que soient les difficultés qu'on a connues dans le passé, il faut réessayer. 1000 fois sur le métier, il faut remettre l'ouvrage. Alors, j'ai initié, enfin j'ai conseillé, avec nos amis, on s'est rapproché de CAP 2015 et la jonction s'est faite. Les deux groupes ont décidé de commencer des activités, de remobiliser le terrain. Et on était en train de préparer tout ça là quand le 19 août est arrivé. Je dis en passant qu'au moment déjà où on créait le groupe des 6, on s'est approché de notre ami Tipi, puisque c'est moi qu'on avait mandaté pour aller voir le PNP. Bon, à l'époque, les discussions n'ont pas donné parce qu'il avait peut-être une autre vision de la chose. Mais heureusement, après le 19 août, il a lancé l'appel à tout le monde qu'on vienne, puisqu'il sait que seul, face à la machine, là, il ne peut pas. Alors, donc, il a lancé l'appel pour que nous tous, nous venions pour
porter justement ce fardeau-là. Et c'est ce qui a amené justement à la création de la C14, dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, moi, le fait d'entrer, que le FDR entre dans ce regroupement est une chose pour moi normale parce que ça fait partie de notre vision, de notre manière de concevoir la politique aujourd'hui. Parce que nous disons, pour qu'un parti politique puisse émerger et réaliser ce qu'il a envie de réaliser, il faut créer les conditions de la démocratie. Si les conditions de la démocratie ne sont pas créées, on se leurre. On va passer encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, on restera à la même place. Il faut créer les conditions. Et lesquelles, par exemple? Les conditions de la démocratie. Aujourd'hui, nous avons besoin, pour aller à des élections, d'avoir un environnement sain. L'environnement sain ne peut être constitué que par les tests qui peuvent nous amener justement à la démocratie. Nous avons une constitution qui est aujourd'hui totalement en lambeaux, chambardée, piétinée, totalement détruite. Et il faut avoir une constitution. Parce que la loi fondamentale d'un pays est quelque chose de sacré. Ce que le pouvoir a fait avec notre constitution-là, c'est quelque chose d'inadmissible. On ne peut pas voter une constitution à ce pourcentage-là à l'appel de tous les partis politiques en 92 et qu'un parti politique seul se permette de le mettre dans cet état-là. Ce n'est pas normal. Il faut faire en sorte qu'on puisse avoir au moins la base fondamentale. Il faut avoir des tests qui réglementent les élections. Parce que lorsque vous n'avez pas de tests pour aller à des élections correctes, on a beau organiser des élections, mais vous aurez toujours les mêmes résultats. Aujourd'hui, on constate que ce qui est la chose la mieux partagée par le pouvoir en place aujourd'hui, à travers les élections que nous avons connues, c'est l'organisation de la fraude. Alors, comment faire pour régler le problème de la fraude chez nous? Pour que les élections aient un sens au Togo, c'est à ça qu'il faut justement lutter. Je le disais tantôt que les partis politiques que nous sommes aujourd'hui, nous avons des moyens limités. Ayant des moyens limités, il faut que finalement, nous puissions mutualiser justement ces moyens-là pour créer justement les conditions d'aller à quelque chose de plus substantiel et résister justement à ce pouvoir. Parce que si on ne le fait pas comme ça, moi j'avoue que ça risque de poser problème. Je crois que finalement tout le monde l'a compris. Et nous nous retrouvons aujourd'hui dans la C14 et je crois que tout le monde a tiré le son de ce que nous avons connu dans le passé. De nos errements du passé, je crois que tout le monde finalement en a tiré le son. C'est vrai qu'il y a encore quelques velléités, mais ces velléités-là, il faut que nous puissions réfléchir, les surmonter pour pouvoir aller de l'avant. Parce que si on dit toujours les mêmes causes produisent les mêmes effets, si ce que nous avons connu dans le passé, on ne tire pas le son et on se comporte de la même manière, ben nous, on aura les mêmes résultats. Parce que vous ne pouvez pas vous comporter de la même manière et espérer un résultat différent. C'est ça en réalité le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Et que Dieu nous aide à faire en sorte que chacun puisse le comprendre définitivement. Rencontre un nouveau numéro, Maître Capevon-Dodier d'hier, mon invité. Nous parlons de la situation qui prévaut actuellement. C'était en introduction à cette émission. Venons au sujet du jour avec la crise. La dernière réunion du comité de suivi à Conakry, on a comme impression que la C14 se réjouit des résultats qui ont été obtenus là. Qu'est-ce qui vous fait dire que nous avons été... Oui, mais puisque jeudi dernier, bien, on s'est entendu sur les membres de la C14 qui doivent être représentés à la CENI, par exemple. On va commencer par là. Oui, mais vous savez, c'est ça justement le drame de notre pays. Parce que ceux que nous avons en face de nous ont toujours l'art de faire plus tard ce qu'on aurait pu faire plus tôt. Ils ont l'art de retarder au maximum. Et ça fait partie de leur plan. Depuis le début, depuis que nous avons commencé ce processus, ils ont cette stratégie de ralentir volontairement, de fatiguer, de retarder. Parce qu'en réalité, ce problème de la CENI, là, on aurait pu régler ce problème il y a très longtemps. Pourquoi? Pour rappel, je dis, c'est depuis le 19 février, le premier jour du dialogue, le problème de la CENI s'était posé. Déjà, le 19 février. Parce que lorsque nous avions posé ce problème-là, soulevé le problème de la CENI, parce qu'on a attiré l'attention du facilitateur Nana sur le fait que nous sommes en train de commencer un dialogue, mais
nos amis du pouvoir sont en train de préparer des élections de manière unilatérale. Mais Nana leur a posé la question et ils ont dit oui, le Togo est un pays souverain qui a des institutions qui fonctionnent. Et par conséquent, la CENI fait partie des institutions au Togo qui fonctionnent. Mais c'est le facilitateur qui leur a dit à l'époque, mais ce que vous dites là n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que tout le monde reconnaît aujourd'hui que le Togo est en crise. Est-ce que vous reconnaissez que le Togo est en crise, oui ou non? Parce que si moi je suis venu en tant que facilitateur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans tous les pays qui sont en crise, on règle d'abord la crise et après on met les institutions qui organisent les élections. C'est comme ça que ça doit se passer. Vous ne pouvez pas au même moment dire que vous êtes en crise et que vous cherchez des solutions à travers, par le biais de facilitateurs, et dire en même temps que vous avez des institutions qui fonctionnent. L'amalgame là n'est pas acceptable. Donc il leur a demandé d'arrêter ce que la CENI faisait à l'époque. C'était difficilement qu'il a pu obtenir la chose. Nous, on a regardé le débat entre lui et nos amis du pouvoir. Et finalement, lorsqu'ils ont accepté de suspendre l'organisation unilatérale de l'élection, nous avons cru qu'au moins, pour une fois, il allait faire les choses correctement. Mais nous avons appris qu'ils ont accepté tout ça là, seulement sur le bout des lèvres, et que dans les couloirs, ils continuaient à travailler. On a attiré l'attention des facilitateurs, et tout ça là, jusqu'au 31 juillet, où la feuille de route est sortie. Cette feuille de route a dit il faut une CENI inclusive. Alors, et la feuille de route a mis en place un comité de suivi. Et le 23 septembre, la réunion avec le comité de suivi a dit que la manière dont il faut recomposer la CENI de manière inclusive et paritaire, c'est que chacun des protagonistes, puisque la CENI est composée de 17 membres, chacun des protagonistes désigne les 8 membres librement. Donc ça veut dire qu'on donne la possibilité au niveau de la C14 de désigner 8 membres, et eux, ils désignent 8 membres, et après on discute pour régler le problème du 17e membre. Parce que ça aussi, nous l'avons posé au dialogue. Que nous ne pouvons pas accepter que, éternellement, chaque fois qu'on veut constituer une CENI, c'est la mouvance toujours qui désigne quelqu'un de bizarre, qui en est le président, avec des comportements bizarres après. Donc, on veut régler le problème pour qu'on ait au moins une fois des élections transparentes au Togo. Mais lorsque le problème a été posé, et on nous a donné une date pour déposer les noms, jusqu'au 30, nous avons l'obligation de déposer. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons déposé les noms dans les délais. Et lorsque nous avons déposé les noms, après on apprend que à l'Assemblée, j'y étais, on dit, sur les 8 noms que vous avez apportés, on va désigner d'abord 3. On dit pourquoi? On dit oui, 3 parce que les 2 extra-parlementaires et le troisième tiers de la société civile, ça ne pose pas de problème parce que ceux qu'ils vont aller remplacer ont démissionné. Donc, comme ceux-là ont démissionné, donc on peut les élire, eux, ils vont aller les remplacer. Il n'y a pas de problème. Mais les 5 parlementaires, il y a un problème parce que l'UFC dit que moi, je ne vais jamais démissionner et je reste. Donc, tant qu'on ne va pas régler le problème de l'UFC, et donc les 5 là, on ne peut pas les désigner. On s'est séparés. Et après, on a convoqué une autre séance. Et c'est au cours de cette séance-là que l'UNIR a décidé, de manière unilatérale, de regarder parmi les 5 noms que nous avons présentés, d'élire 4 et de dire, bon, le 5e là, bon, c'est beaucoup plus tard parce que le problème de l'UFC n'est pas réglé. Et tout ça là, il a fallu des tractations et tout ça. Tout ce qui s'est passé dans l'hémicycle la dernière fois. Est-ce que ça là, c'est à l'avantage de ça fait honneur à qui? Ça ne fait honneur à personne. Parce que tout ça là, on a résisté, on a créé de manière factice des problèmes où il n'y en a pas. Parce que tout le monde sait. Mais concrètement, à votre âme et conscience, est-ce que l'UFC fait partie toujours de l'opposition en termes de droit, en termes de légalité ou de légitimité? Est-ce qu'il est toujours de l'opposition ou bien il ne l'est pas? La question là, je veux vous la renvoyer en tant que citoyen togolais, en tant que journaliste, pour dire
est-ce que dans un pays normal, un pays qui fonctionne normalement, on peut prendre quelqu'un du pouvoir et dire que celui-là, il est de l'opposition? C'est-à-dire que la définition qu'on nous oppose aujourd'hui au Togo signifie... Il se réclame d'un test, n'est-ce pas, qui définit... Eh bien, c'est ça. Ouais. Je dis, le test tel qu'il existe aujourd'hui et qui constitue une aberration, quelqu'un de Uni peut décider demain de dire « je suis de l'opposition ». Vous concevez ça? Parce que le test dit, vous vous levez un bon matin, dès que vous allez au bureau du président de l'Assemblée, vous dites que moi je suis opposant. Donc on vous considère comme opposant. Que vous dirigez le pays ou pas, vous devenez opposant. Et vous croyez que nous sommes dans un pays normal, ça? Vous croyez que ça c'est normal? On va aller dire ça à l'extérieur et les gens vont dire, mais ces gens-là sont sérieux. Parce que on a taillé ce test-là sur mesure pour l'UFC à l'époque. Au moment de la crise avec l'ANC, bon, on a amené un test pour dire qu'au même moment où l'UFC gouverne le pays, ont un accord de gouvernement, et ils ont des préfets un peu partout, des ministres dans le gouvernement, on dit, eh bien, on peut lui faire un test pour qu'au même moment où il est là-bas, il peut se réclamer de l'opposition. C'est ça qui constitue l'aberration. Et c'est ça qui nous a retardé énormément pour le problème de la CENI aujourd'hui. Mais finalement, lorsqu'on est allé la dernière fois à Conakry, le problème de la CENI, notre entrée à la CENI faisait partie des problèmes que nous avons soulevés là-bas. Mais avant même que la décision qui doit nous parvenir, parce qu'on attend toujours cette décision. On nous a dit des choses en privé, mais nous attendons que ça soit dit de manière officielle avant d'en parler. Nous, on attendait quand le pouvoir lui-même a anticipé sur cet aspect des choses en faisant démissionner le représentant de l'UFC à la CENI pour élire dans la précipitation le 5e membre. On peut dire aujourd'hui que ce problème-là au moins est réglé. Mais il y a encore énormément de problèmes auxquels nous devons faire face si on doit aller demain à des élections consensuelles. Voilà. Alors finalement, de quoi il a été question à Conakry quand la C14 a été invitée de vaincre le pouvoir? Comme je le disais tantôt, il y a un certain nombre de choses qui ont été dites. Bon, on a sorti un communiqué pour vous dire à peu près. Il n'y a pas encore une décision qui nous est revenue, mais nous avons soulevé les problèmes. Est-ce qu'on attend une prochaine visite des facilitateurs chez nous aussi parce que ça a été... Non, en principe, ce qui nous attend, c'est que les facilitateurs, ou Alpha Condé, avec qui nous avons discuté là-bas, nous a parlé du problème de notre entrée à la CENI, nous a parlé de la présidence de la CENI qui va être réglée parce qu'ils ont une solution. Et on a parlé du problème du recensement. Parce que ce n'est pas normal que lorsque vous voulez organiser des élections ensemble, qu'une partie de l'équipe ou des adversaires politiques conduisent l'opération tout seul, en votre absence, et disent que c'est ça qui s'impose. On aurait pu régler de manière correcte le problème de la CENI, on aurait pu élaborer un chronogramme correct et qu'on entamait, nous, ensemble, le problème du recensement. On n'en serait pas là aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez lancé un appel au boycott de cette opération. On n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix parce que... Est-ce que c'était le bon choix, maître? Mais comment voulez-vous que ça se fasse? Vous voulez aller à des élections. On dit, il y a une CENI qui organise les élections, qui est composée de tel nombre de personnes. Vous avez droit à 8 places. Ceux qui sont vos adversaires politiques, ils sont 8. Vous êtes 8, on ne vous permet pas d'arriver. Eux, ils disent que c'est eux qui vont parrainer l'opération de recensement à votre absence. Et vous allez dire, oui, ben ok, on vous fait tellement confiance que ce que vous allez faire à notre absence, là, nous, on va l'endosser. La question que je pose, si eux, ils étaient à notre place, ils accepteraient? C'est ça. Unis serait à notre place aujourd'hui, ils accepteraient que l'opposition va aller organiser le recensement. Et ils vont dire, chiche, comme l'opposition, là, on l'aime beaucoup, donc ce qu'ils ont fait là, bon, on l'accepte. Ça va se passer comme ça. Mais ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Oui, c'est pas sérieux. Le problème, au cas où les choses se normalisent, comment on va faire? Peut-on se rattraper?
Mais on n'a pas le choix. Ils sont obligés de rattraper. Ce problème-là a été posé à Conakry. Je n'étais pas à Conakry, mais le problème a été largement débattu. Parce que nous contestons le fait que nous ne soyons pas là quand le problème de la CENI, du recensement, quand le recensement a été fait. Mais la manière dont ce qui nous est revenu par le biais d'inscription de mineurs, d'étrangers, toute la bêtise qu'on a vue là, vous croyez que c'est avec ça qu'on ira à des élections dans ce pays crédible? Ça là, ça permet de gagner des élections crédibles dans ce pays? Non, non, ça ne fait pas sérieux. C'est ça. Ça ne fait pas sérieux. Et finalement, qu'est-ce que vous espérez à la C14? Mais le problème que nous avons posé depuis le début, c'est la reprise du recensement. C'est-à-dire que si tant est que le régime qui est à la tête du pays aujourd'hui depuis un certain nombre d'années, et qui utilise toutes les artifices pour se maintenir, si ce régime veut demain que la crise finisse au Togo, il faut que la volonté d'organiser réellement des élections libres et transparentes puisse prendre le dessus. Et si cette volonté réellement prend le dessus, ben le recensement c'est quoi? Ben, la course effrénée qu'ils sont en train de faire pour tenir dans un délai en disant oui, le 20 décembre on doit organiser coûte que coûte des élections. Mais alors, lorsqu'ils vont foncer tête baissée pour aller organiser dans ces conditions des élections, ça va régler quoi? Ça va faire que le Togo va être mieux perçu. C'est vrai. Ils vont envoyer déjà à l'Assemblée et puis après, ça va régler le problème. Ça va exacerber la crise au Togo. Ça, tout le monde le sait. Si tant est qu'ils réussissent à le faire, ce passage en force, mais ça ne peut que compliquer notre situation. Parce que ce qu'ils auront fait, tout le monde l'aurait perçu comme un coup de force. Et ils en ont l'habitude, c'est vrai. Mais ben, les Togolais ne sont plus prêts aujourd'hui à avaler n'importe quoi. Moi, je dis, ce qui est différent dans ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est que avant, ils réussissaient à manipuler les gens, c'est-à-dire que vous êtes C14, et puis on va dire à certains, oui, vous venez, machin, mais certains vont dire, ah oui, mais si c'est comme ça, nous allons y participer, d'autres vont dire non, il y a un débat interne qui va se créer, c'est comme ça qu'ils ont réussi à nous dominer. Mais aujourd'hui, au moins, jusqu'à preuve du contraire, au moment où je vous parle, les 14 que nous sommes, nous disons de manière soudée que personne d'entre nous n'ira aux élections dans ces conditions-là. C'est ça qui fait au moins la différence. Parce qu'on n'ira pas. S'ils veulent se contenter d'aller seuls, bon, ça ne, ils n'ont jamais honte de faire ces choses-là, parce qu'ils l'ont déjà fait en 2002, en allant inonder l'Assemblée par les seuls membres du RPT. Ils peuvent encore peut-être rééditer la chose, mais ça va les décrédibiliser, cette fois-ci. Parce qu'aujourd'hui, tous les regards sont sur le Togo. Tout le monde dit, mais si nous avons demandé des choses, des chefs d'État comme Macron et tout ça nous ont dit, mais ce qu'on peut vous aider à faire, c'est d'organiser des élections transparentes et crédibles. Les élections transparentes et crédibles sont organisées par des institutions crédibles. Lorsque des institutions comme la CENI de Katanga, là, telles que nous on les voit fonctionner, c'est ça, les institutions crédibles. On nous a dit que pour aller à ces élections, et Barra l'a répété plusieurs fois, qu'il faut faire les réformes d'abord avant d'aller aux élections. Nous avons dit, et c'est le problème des réformes qui nous a mis dans la rue. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Les institutions qui doivent nous permettre d'aller à des élections correctes, il y a également la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle aujourd'hui dans l'état ancien. Alors, on nous dit, tout ce qu'il a promis avant, rien n'est fait. On fixe la date, on dit on a convoqué le corps électoral. Le corps électoral qu'on a convoqué, c'est lequel le corps électoral qu'on a convoqué? C'est suivant la feuille de route de la CEDEAO. C'est-à-dire que c'est ça qui constitue la chose la plus monstrueuse. Chacun se réfugie derrière la feuille de route. Mais ceux qui ont proposé la feuille de route, là, ne sont pas des gens insensés. Lorsqu'on s'est retrouvé le 23 septembre avec le comité de suivi, vous avez entendu Thibou Camara, qui est le représentant de Alpha Condé, lorsqu'il était dans la salle, qu'est-ce qu'il nous a dit? Mais chaque fois qu'on se réfère à la date du 20 décembre, coûte que coûte, c'est lui qui a dit à nos frères du pouvoir, il a dit, mais il faut arrêter ce fétichisme des dates. Et il n'y a pas de fétichisme des dates. Il nous a donné un exemple. Il dit, mes chers frères du Togo, faites attention.
Parce que chez nous, en Guinée, après les troubles, nous devions organiser des élections. L'institution qui doit organiser les élections, la CENI, est venue nous proposer une date plus ou moins éloignée. Mais les politiques ont dit à l'époque, non, c'est trop éloigné. La CENI a dit, mais on ne tiendra pas. Ça dit que ce que vous proposez là, on ne peut pas tenir ce délai. Mais ils ont forcé la situation, que les élections s'organisent. Ils l'ont fait. Mais entre le premier tour et le second tour, la loi dit que c'est 2 semaines. Mais c'est parce que le premier tour a été tellement mal fait qu'ils ont mis 4 mois pour organiser le second tour. Et ils nous demandent, mais ça sert à quoi d'aller organiser un premier tour et attendre 4 mois après pour le second tour? C'est ça justement l'aberration. Donc, s'accrocher à une date pour dire oui, mais si on n'organise pas les élections le 20, là, la terre va s'écrouler. Mais vous allez l'organiser, mais la terre peut s'écrouler également après l'organisation. Et c'est ce que nous ne voulons pas pour le Togo. Parce que ce dans quoi nous nous engouffrons là, on va organiser peut-être les élections en tête baissée comme des taureaux dans l'arène. Vous voyez le danger, mais vous foncez. Vous dites, ah, ça ne fait rien. Alors, vous allez foncer tête baissée, mais vous risquez de vous briser les cornes après. Nous, on ne souhaite pas une situation plus grave pour le Togo. Nous souffrons déjà suffisamment. Nous avons tellement passé d'années à souffrir. Les gens meurent de faim dans nos campagnes. Mais que les gens s'accrochent au pouvoir en disant oui, mais que les gens meurent ou pas. L'essentiel que nous, on soit au pouvoir. Mais il faut quand même qu'il arrête un peu, qu'il ait pitié quand même. Je crois qu'ils ont des parents, ils ont quand même un cœur, ces gens-là. Ils ont un cœur, non? Chaque fois que vous les voyez dans les églises, dans les mosquées, ils vont aller prier. Quel Dieu ils prient? Ils prient quel Dieu? Ils s'adressent à quel Dieu? Mais que ce Dieu-là les interpelle pour dire, ben, pour le Togo, il y a quelque chose à faire pour ce pays. Nos intérêts, c'est bien. C'est des intérêts matériels et terrestres. Tout ça là, on les laissera un jour, on partira. C'est bien que nous voulons amasser. Les gens en ont plein, mais ils disent non, ça ne suffit pas. Il faut en prendre. Il faut en prendre. Mais les biens seront à côté, mais demain, tu ne peux même pas en profiter. Il y a des gens aujourd'hui sur le lit de l'hôpital. Ils n'en profitent même pas. Tu peux amasser. Cette salle-là peut être pleine d'argent. Mais un jour, tu verras que tout ça là, c'est vanité des vanités. Tout est vanité. Comme le dit l'Ecclésiaste. Oui, bien sûr. Merci. Rencontre et échange selon les précisions de Maître Appevon sur la situation qui prévoit actuellement. Cette troisième réunion du comité de suivi a été donc faite à Conakry. Et donc, les leaders ont été invités, les deux protagonistes d'ailleurs. Mais il y avait déjà un rendez-vous de raté là. Au fait, est-ce qu'on peut éclairer un peu la tête des Togolais? Oui, ça a été quelque chose de bizarre. Ouais. Ça a été bizarre. Bon, je n'étais pas là. Moi, j'étais en voyage. J'étais rentré de voyage le vendredi. Et c'est au moment où je rentrais que j'ai appris qu'il doit y avoir une mission à Conakry le lendemain. Ils m'ont demandé d'être de l'équipe. Mais j'étais fatigué. Mais je ne comprenais pas très bien comment la chose se faisait. Mais j'ai dit, mais comme ils ont déjà constitué une équipe, que c'est l'équipe... moi j'ai confiance à ceux qui y vont. Même s'ils sont 3 ou 4, du moment où on a discuté de ce qu'ils vont aller dire là-bas, qu'ils soient 3 ou 4, moi j'ai confiance, moi je fais confiance à l'équipe. Alors, ils ont dit que le rendez-vous c'est pour le matin. À 7 h, ils doivent être déjà à l'aéroport. Ceux qui ont constitué l'équipe étaient à l'aéroport. Et c'est à l'aéroport vers les 8 h, 9 h qu'on leur a dit ben, le voyage ne tient plus. Et la raison qu'ils ont évoquée à l'époque, c'est une panne d'avion. Que l'avion a une panne et puis ils sont rentrés. L'avion qui viendra les chercher. Oui, bien sûr, que l'avion qui doit venir les chercher, qu'on a affrété à une panne. Bon, nous pouvons nous contenter de cette version-là. Même s'il y a d'autres choses en dessous, je ne les connais pas. Mais c'est quelque chose de bizarre. Et la dernière fois, c'était en pleine manifestation aussi qu'on a dit qu'ils sont appelés à Conakry et à la manifestation de Fonds citoyens Togo debout. Et concrètement, comment ça se passe quand on vous envoie ces invitations pour ce genre de rencontre-là? Non, il faut redresser la chose. Ce n'est pas en pleine manifestation. C'est-à-dire que l'invitation pour Conakry était arrivée la veille, le soir ou la nuit. Le vendredi, déjà, on savait qu'il doit y avoir une mission à Conakry. Mais comme la manifestation du Front citoyen debout était déjà lancée, les leaders ont dit, et comme le débat c'était pour l'après-midi,
Ils ont dit qu'ils vont aller participer au moins à une partie de la manifestation avant de partir. En réalité, c'est ce qui s'est passé. D'accord, c'est clair. Alors, parlons maintenant de la mobilisation populaire. Il y en a eu qui est prévu en principe pour le 10, mais il semble que ça a été reporté. Oui. Oui, parce qu'on avait gain de cause ou bien parce que... Non, ce n'est pas parce que, bien au contraire. Mais nous disons aujourd'hui que ce qui se passe au Togo, et ça je m'adresse à tous les Togolais, nous disons, nous voulons un changement. Tous les Togolais que vous rencontrez qui sont de bonne foi disent que cette situation doit changer. Mais il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est que lorsque vous décidez vous-même à changer une situation chez vous, qu'elle change. Et ce changement-là doit venir de tous les Togolais. Tout le monde doit se sentir concerné. Parce que c'est ensemble que nous souffrons. Il n'y a pas d'infrastructure au Togo qui fonctionne. En matière scolaire, en matière de santé, en matière... Tout est en lambeaux. Je ne dis pas qu'on ne fait pas d'efforts. Il y a des efforts qui sont faits. Mais ce que nous attendons, nous, est totalement ce qui est là, de ce que nous attendons. Alors, donc, pour le changement, surtout pour des élections crédibles, pour l'alternance que nous voulons, il y a un effort immense qu'on doit faire. Parce que, je l'ai dit, l'équipe qui est là n'a en tout cas aucune envie de partir. Alors, si les gens n'ont aucune envie de partir, il faut que le peuple qui est souverain, c'est le peuple seul qui est souverain, doit prendre toutes les dispositions pour faire en sorte qu'il en soit ici. Alors, et donc, lorsque nous lançons ces manifestations, lorsque un certain nombre de Togolais disent que nous ne sommes pas concernés, au même moment se plaignent que ça ne va pas. Il y a certains, parfois, quand je les rencontre dans la rue, ils disent, mais vous n'avez pas le droit de me dire que ça ne va pas. Parce que lorsqu'on demande que vous venez pour que la chose change et vous dites que ça ne me concerne pas, mais vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Alors, donc, nous avons fait une série de manifestations jusqu'à aujourd'hui. Nous souhaiterions que plus de Togolais soient mêlés, soient associés à ces manifestations-là. Donc, la feuille de route, aujourd'hui, a des difficultés à être mise en œuvre. Alors, pour cela, parce que dans la feuille de route, les facilitateurs ont demandé à nos responsables politiques, à ceux qui gouvernent le pays, de libérer les gens qu'ils ont arrêtés indûment, de faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles et d'organiser des élections transparentes. Ce qu'on leur demande, c'est pas sorcier. Ils disent qu'ils ont toute la population pour eux. C'est comme ça qu'ils disent. Alors, si vous êtes sûr que vous avez les populations pour eux, on se réclame du peuple de la mais bien population. sûr, alors organisez les choses de manière correcte. On verra en ce moment-là si vous avez la majorité des Togolais pour vous. Donc, nous disons que tel que les choses se passent aujourd'hui, nous avons la responsabilité de relancer le mouvement, de refaire des mouvements de rue. On a décidé de manifester le 10, le samedi prochain. Mais nos amis qui sont allés à Conakry, ils ont passé là-bas plus de temps que prévu. Normalement, on leur a dit que vous allez samedi, vous revenez le dimanche. Mais ils ont passé... Lundi soir ou mardi? Mardi, la nuit de mardi. Donc, on s'est retrouvés le mercredi, mais pour constater que mercredi, les opérations qu'on voulait faire, les sensibilisations qu'on veut faire pour que cette manifestation ait un succès, nous n'avons pas suffisamment de temps pour l'organiser. C'est nous-mêmes qui avons décidé librement de reporter la manifestation d'une semaine. Donc, au lieu de 10, elle aura lieu le 17. Voilà. Donc, ce n'est pas une dissension interne qui a fait qu'on a voulu... Non, mais du tout. Non. Il y a un problème de communication aussi. Non, c'est pas un problème de dissension. Pourquoi? Non. C'est un problème de dissension. Vous savez, lorsque vous êtes 14, quelque part, il est vrai qu'il y aura de petites frictions, des divergences de points de vue et tout ça. Mais la base est solide. Ce qui nous unit est très fort aujourd'hui. On peut arriver à des moments où celui-ci dit oui, mais moi je ne vais pas faire ça comme ça, etc. Mais bon, mais ça ne va pas empêcher les autres d'avancer. On a déjà organisé des manifestations dans ce pays ou des meetings où les gens ont dit nous on ne veut pas le faire. Mais ça ne nous a pas empêché de le faire, avec tous les succès que nous avons connus à l'époque. Donc, les Togolais qui voient, ce que je constate aujourd'hui, indépendamment des partis, les citoyens togolais ont compris
qui a quelque chose à faire pour le pays. Et c'est pour ça d'ailleurs que parfois, ils se démarquent même des points de vue des partis politiques pour poser des actes. C'est ça. Et c'est ce que je souhaite. Moi, je souhaite même demain qu'une société civile forte puisse prendre le devant de ce que nous avons aujourd'hui. Parce que les politiques réagissent toujours par intérêt. Les partis politiques réagissent toujours par intérêt. Or, la société civile qui n'est pas programmée pour aller prendre le pouvoir, cette société civile fait les choses avec beaucoup de recul. Alors, c'est pour ça que moi, je souhaite demain que si on a une société civile organisée, comme on constate, quel point s'organise maintenant avec le Fonds citoyen Togo debout, avec l'Espérance pour le Togo, mais que cette société civile-là, demain, prenne le devant des choses et que les Togolais puissent être... À condition que vous, le politique, vous la laissiez faire, parce que on a vu, hein, tantôt c'était tantôt politique. Hein, oui, mais si elle s'organise, elle en imposera à tout le monde. si la société civile s'organise correctement, mais nous serons obligés de suivre le mouvement. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Voilà, c'était le cas du Burkina. Ce qui s'est passé au Burkina, franchement, ça fait 4 ans, si on n'avait pas eu la chance d'avoir une société civile organisée, que c'est les politiques qui allaient prendre le devant, peut-être rapidement va se poser le problème de qui va être là, qui va prendre le devant, qui va tirer les avantages. Peut-être qu'il allait échouer. Mais ils ont eu la chance d'avoir cette société civile-là. Nous avons un accompagnement aujourd'hui de la société, nous la pression véritablement. Oui. Mais il faut que progressivement, les choses s'organisent de telle manière que cette société civile prenne encore un peu plus ses responsabilités. Et il arrivera un moment où, si un parti politique veut sortir des rangs, qu'on le ramène dans les rangs. C'est ça. Voilà. Autre question que je voudrais partager avec vous, ce sont les incidents malheureux qui sont encore produits à Sokodé ces derniers jours. Qu'est-ce que vous en savez? Parce qu'on a entendu dire qu'il y a des tirs dans la ville. Alors, qu'en est-il exactement? Non, c'est-à-dire que ce que je peux dire, c'est que nous avons un système aujourd'hui qui est en face, qui veut utiliser juste je ne dirais pas la répression, c'est-à-dire qu'une pression sur les populations, faire peur, intimider. Et c'est pour ça que, vous avez vu, depuis longtemps, le pouvoir en place a considéré, au-delà de Blita, ce que nous appelons le Nord, comme Sabation. Que là-bas, ils sont tranquilles. Bon, c'est le Sud qui gesticule un peu. Bon, nous, on viendra prendre quelques voix là pour faire la différence. Mais ils ont constaté à partir du 19 août là, que les choses ont changé. Avec l'entrée en scène des villes de Sokodé, de Bafilo, de Mango et tout ça, donc tout le Nord est en train de basculer. Alors, ils n'ont pas accepté ça. Et c'est pour cette raison que... Alors là, vous avez constaté, vous êtes journaliste, mais les moyens de pression ils ont mis sur la ville de Sokodé, de Bafilo, de Mango, il y a même des gens qui sont encore en exil. C'est parce qu'ils veulent tout faire pour récupérer, pour reprendre en main justement ces villes-là. Donc, par l'intimidation, la pression, créer une psychose de peur chez les populations. Les incidents malheureux dont vous parlez, ce que nous en savons aujourd'hui, et qui est totalement bizarre, c'est que on a appris que dans la nuit du 24, un quartier a été encerclé. Et la nuit, là, on est allé repeindre le siège du PNP. C'est-à-dire que le siège avait la couleur rouge, mais on a dit non, cette couleur-là, ça dérange. Ça dérange. Alors les militaires ont encerclé le quartier, on est allé repeindre les bâtiments en blanc. C'est ça en réalité ce qui s'est passé. Quelle histoire? Alors, quelle histoire? Alors finalement, peut-être qu'ils s'attendaient à ce que les gens réagissent. Et que, bon, lorsqu'ils vont réagir, ils vont réprimer. Il n'y a pas eu de réaction le lendemain, le 25 et le 26. Et puis le 27, on apprend que le siège de UNIR a été vandalisé. Par qui? Gros point d'interrogation. Mais n'oubliez pas ce qui s'est passé en Allemagne sous Hitler, le Reichstag, où ils sont allés eux-mêmes brûler le Parlement pour dire que c'est l'opposition, pour s'en servir comme moyen pour réprimer et tuer et emprisonner les gens. Donc,
on dit que le siège a été vandalisé. Et puis à partir de ce moment-là, les militaires se sont déversés dans la ville. Il y a des coups de lacrymogènes, des tirs en l'air, toute la nuit, 2 nuits, successivement ou plus. On a terrorisé les gens comme ça. On a créé la peur. Il y a des monuments, pareil qu'à Paratao, il y a des monuments qu'on a érigés à l'honneur des guerriers de cette ville-là. Ils sont allés tirer dessus des balles. Bon, tout ça là, c'est pour déboucher sur quoi. Mais tout ça là montre que nous sommes dans un pays aujourd'hui anormal. C'est un pays anormal parce que des actes comme ça ne peuvent pas se poser, être posés dans un pays qui fonctionne normalement, avec des institutions correctes. Ça, c'est le lieu parfois de temps en temps d'interpeller celui qui dirige le pays. Est-ce que c'est bien pour nous aujourd'hui, Togolais, que les gens apprennent, puisque les images de ce qui s'est passé là ont circulé dans le monde entier. Les images ont circulé dans le monde entier. Qu'est-ce que nous gagnons en tant que pays, en tant que Togo, par rapport à ces événements-là? Que les gens décident de prendre le pouvoir, que les gens décident de garder le pouvoir, mais faites-le au moins dans une forme de dignité. Il y a des extrêmes, des extrémités auxquelles il ne faut pas aller. C'est ça. Bien, merci. Alors finalement, que faut-il espérer pour la suite, quoi? Où en sommes-nous? Qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir? Quelle stratégie à la C14? Parce que n'oubliez pas que cet appel au boycott va continuer par peser. Et si jamais on ne remettait pas les pendules à l'heure. Oui, pour ça, vous avez raison. Vous avez raison parce que l'appel au boycott est un appel de bon sens. Parce que je le disais à un ambassadeur la dernière fois que dans leur pays où la démocratie a droit de cité, ils voient nos pays dans ce prisme-là de la démocratie apaisée où les institutions fonctionnent. Mais lorsque nous sommes en train de lutter contre un régime qui a les armes, qui brutalise, qui tue, des gens ont été tués dans ce pays dans l'impunité la plus totale. Personne ne les a inquiétés jusqu'à aujourd'hui. Quand vous prenez l'exemple le plus récent, depuis le 2005 jusqu'à aujourd'hui, mais les gens qui ont tué, les gens, on en connaît certains, mais personne n'a... Il n'y a aucune enquête qui a été ordonnée ou qui a abouti à quelque chose. Il n'y a jamais eu de poursuite de ce côté-là. Lorsque le 19 août est arrivé, dans nos rangs, on a arrêté plein de jeunes qui n'ont rien fait. Moi, j'ai défendu plein d'entre eux. Lorsque vous posez la question, le procureur qui poursuit, qu'est-ce que ces jeunes-là ont fait pour qu'on les mette en prison? Mais parfois, vous n'avez pas la réponse. Parce qu'il n'y a pas de responsabilité collective en droit pénal. La responsabilité est individuelle. On doit l'identifier comme étant en train de poser tel acte. À tel moment, on doit le prouver. Mais de manière globale, on prend les jeunes par grappe, là, on les met en prison, on dit « Ah, ils ont des manifestants, ils ont fait ceci ». Sans que personne ne soit en mesure de vous prouver quoi que ce soit. C'est dans ces conditions que ces jeunes-là ont été arrêtés. Mais au même moment, dans nos rangs, il y a des gens qu'on a brutalisés, qui sont invalides aujourd'hui, qui sont tués. Mais qui a poursuivi ceux qui ont commis ces actes-là? Personne n'a poursuivi. Dans leur camp, personne n'a été poursuivi. Donc ça dit que c'est une question de 2 poids, 2 mesures. Alors, quand un pays est comme ça, et qu'on croit que certains sont des proies faciles, et que vous ne faites rien, et je m'adressais à l'ambassadeur en ces termes-là, et que nous sommes aujourd'hui des peuples qui luttent à main nue contre une dictature, vous ne faites rien pour nous aider, mais ne nous parlez pas de démocratie. Alors, quelle est cette démocratie qu'on fait avec un fusil à main, avec l'autre mec qui dit, ben, viens, on va aller à des élections? Comment on fait cette démocratie-là? Et vous nous regardez en souffrance et vous ne faites rien. Alors, aujourd'hui, la seule chose que nous avons, c'est la mobilisation, parce que nous avons décidé d'aller au-devant de cette difficulté-là dans la paix. Parce que nous disons, notre lutte est pacifique. Aucun de nous n'a décidé d'aller faire quelque chose qui soit différent d'une lutte pacifique. Mais donc, bien sûr, nous avons fait le choix. Mais on en paiera le prix, probablement. Mais nous avons décidé, justement, de lutter pour renverser, justement,
la situation dans notre pays. Ça coûtera ce que ça coûtera, ça prendra le temps que ça prendra, mais nous n'avons pas le choix. Nous ne pouvons plus reculer là où nous sommes aujourd'hui. On ne peut plus abandonner. Le pouvoir est ce qu'il est. Et il fonctionnera toujours comme ça. Ceux qui incarnent le pouvoir aujourd'hui et qui ont cette mentalité de conservation du pouvoir feront toujours cette pression-là. Mais nous n'avons pas le droit, nous, de reculer. Donc, la mobilisation est la seule chose que nous avons aujourd'hui. Et nous allons nous adresser à tout moment à tout le Togolais pour qu'on fasse en sorte que les jours à venir, la mobilisation devienne plus forte. Avec ses conséquences aussi. Ah mais bien sûr! Les conséquences économiques, la vie qui est au ralenti, et tout cela n'instaure pas un climat de sérénité. Mais c'est-à-dire que si vous posez le problème comme ça, oui, je suis d'accord, mais sans être d'accord. Je suis d'accord sans être d'accord parce que nous voulons créer les conditions pour un Togo meilleur pour nous tous. Alors, si c'est le prix à payer, qu'est-ce que vous voulez? Alors, donc, quand vous nous dites ça, c'est comme si, oui, mais vos mouvements-là peuvent créer un peu de difficultés pour l'économie. Alors là, bon, laissez ceux qui sont là au pouvoir aujourd'hui, même s'ils veulent partir encore 50 ans, laissez-les, parce qu'au nom de l'apaisement, il y a des ambassadeurs, il y a des gens qui nous font ce raisonnement-là. Oui, parce que le Togo est un pays de paix, on vient de faire des affaires ici, donc au nom de cette paix-là, laissez la situation marcher. Donc, on va vous endormir, il y a un système qui est là, qui ne fera aucun effort pour aller au changement, et donc vous êtes reparti encore pour 50 ans. Quel Togolais est prêt à accepter ça? Nous, en tout cas, nous, on n'est pas prêt à l'accepter. On ne fait pas des omelettes sans casser des œufs. Bien sûr. Ok, merci Maître Apevon pour ces éclairages. Cette émission tire à sa fin. Avez-vous un message, un dernier mot à l'endroit du peuple, à l'endroit des protagonistes et à la CEDEAO? Puisque parfois certains disent que la CEDEAO, est-ce qu'ils s'intéressent encore aux cas togolais, hein? On se demande, vu le temps qui passe et les choses qui ne sont pas ce qu'elles devaient être. Oui, vous savez, je l'ai dit tantôt que nous sommes un peuple en difficulté. La CEDEAO est venue s'immiscer dans cette affaire pour nous apporter la solution, pour nous aider. Mais au même moment, la CEDEAO elle-même joue sa crédibilité dans le monde. Le Togo est un petit pays. Et ils sont venus pour apporter une solution pour le Togo. Mais s'ils gèrent mal la situation du Togo, ils risquent de l'avoir très longtemps dans leur mode, enfin, par rapport à ce que le monde, la perception que le monde peut avoir justement de la CEDEAO. Je n'oublie pas qu'ils ont déjà posé un acte grave en 2005. C'est déjà quelque chose d'indélébile qui les poursuit. Parce que les conditions dans lesquelles on nous a forcés à organiser les élections de 2005 après le décès du général Yadiba, c'est avec une complicité avérée de la CEDEAO que tout ça s'est terminé dans le chaos. Mais on avait cru que la CEDEAO allait se rattraper en venant au secours du Togo pour le règlement de la crise. Ils ont très bien commencé. Nous avons des facilitateurs qui font ce qu'ils peuvent. C'est ça. Maintenant, c'est battu. Alpha Condé fait, bon, c'est ce qu'il peut. Mais la CEDEAO en tant qu'institution, lorsque ça va se devenir compliqué pour les facilitateurs, il faut que la CEDEAO prenne ses responsabilités. Parce que si la CEDEAO laisse faire, parce qu'il y a un gouvernement qui manipule tout le monde, qui fait ceci, etc., et que la CEDEAO dit oui, parce que c'est le gouvernement en place qu'on doit soutenir, mais sur le fond, ils ne sont plus dans le cadre d'une CEDEAO des peuples, mais ils seront alors en ce moment-là, ils ramèneront la perception que nous avons de cette CEDEAO, qui est la CEDEAO des chefs d'État. En ce moment, ils deviendront le syndicat qu'ils ont toujours eu et qui fonctionne comme syndicat. Alpha Condé a dit qu'ils ne sont pas un syndicat de chefs d'État. Alors, il faut qu'ils montrent qu'ils sont pour les peuples et aider les peuples à créer les conditions, justement, d'une démocratie. La démocratie entraîne le développement. Lorsque vous n'avez pas les conditions de la démocratie, le développement ne viendra jamais. Le dictateur peut forcer la situation, mais le Togo ne décollera jamais. On peut nous forcer, on peut aller à des élections aujourd'hui, tête baissée.
Mais le Togo restera ce qu'il est. Même l'économie, c'est en soi pas que l'économie même va sombrer. Ce ne sont pas les manifestations, mais c'est le rejet, justement, du système qui va être créé dans ces conditions, pas des élections biaisées, des élections tronquées, et désavouées par le monde, qui fera que le Togo va reculer. Alors, moi, j'interpelle encore nos dirigeants qu'il est encore temps. On peut encore arrêter. Ils ont posé un acte que nous trouvons bon. Ce qui est bien, il faut dire que c'est bien. En acceptant finalement que le 8e membre de la coalition rejoigne la CENI, c'est bien. Mais il faut qu'il aille au-delà pour que la CENI puisse se retrouver, qu'on restructure la CENI, parce que de toute manière, lorsque nous sommes 8 à rejoindre la CENI... Reprendre le travail à la base ou bien continuer? Mais j'attends que la CENI, les 8 membres rejoignent la CENI. Parce que lorsque vous êtes 8 à entrer dans une CENI de 17 membres, nécessairement, il faut que le bureau soit restructuré. C'est ça. Il faut que les affectations pour les tâches soient refaites. Alors, ou bien c'est pas ça qui est normal. Et il faut qu'après notre entrée dans cette CENI-là, qu'on puisse regarder les conséquences. C'est-à-dire que dans le démembrement de la CENI, c'est-à-dire les CELI et les CLC, il faut qu'on accepte qu'on rejoigne justement ces structures de base-là et qu'on refasse un nouveau chronogramme. La CENI recomposée, la CENI vraie, qui doit organiser les élections. Lorsque tout le monde va se retrouver, il faut refaire un nouveau chronogramme et qu'on voit à quel moment telle tâche peut se faire pour qu'on aille réellement à des élections apaisées. Mais si on ne le fait pas et on dit oui, nous on est déjà en nombre, on a déjà suffisamment avancé, mais ça va déboucher sur quelque chose d'indescriptible, sur le chaos. Et pour nous-mêmes, je lance également un appel à tous les Togolais. Nous, en tant que coalition, nous avons compris la nécessité de rester soudés. Et nous lançons un appel à tous les responsables de la coalition pour qu'on fasse en sorte que l'image que nous présentons aujourd'hui aux Togolais, cette image-là reste sauvegardée et pour que les gens croient en nous. Et qu'à partir de la confiance que les Togolais nous font, nous leur lançons également un appel pour qu'ils respectent les mots d'ordre qu'on leur lance pour qu'on sauve ce qu'on peut encore sauver. Ce n'est que par la détermination, justement, de tous les Togolais que nous sortirons ce pays des difficultés. C'est l'appel que je lance à tout le monde. Et que Dieu nous entende. C'est ça. Vraiment, il faut qu'il nous entende pour sortir le pays de nos guerres. C'est fini pour cette réflexion du jour. Merci, Maître Appé. Vous avez été mon invité dans cette émission. C'est moi qui vous remercie parce que depuis 2 ans, je ne suis plus venu et ça a été un plaisir pour moi. Ouais. Je reviendrai maintenant très, très, très prochainement. Merci beaucoup. Merci à vous également d'avoir cette émission. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres réflexions. Au revoir et à très bientôt. Merci, Maître.